Bienvenue à Visionnaire, le podcast qui fait rayonner les entrepreneurs d'ici. Je suis Thierry Allegrucci, intégrateur EOS certifié. Chaque mois, je m'assois avec une ou un entrepreneur qui a su clarifier sa vision, aligner ses équipes et propulser son entreprise. Préparez-vous à être inspiré et motivé par ces parcours de visionnaires. Bonne écoute! Bonjour au podcast Visionnaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Simon Deschênes. Bonjour Simon. Salut Thierry. Simon, c'est un ami entrepreneur, un fournisseur qui m'a aidé, un partenaire qui m'a aidé avec mon marketing et depuis un an, un client EOS. Oui, fièrement dans le processus EOS. Fièrement dans le processus. Avec l'équipe. Écoute, ça me fait plaisir On est dans les studios de chez Ox B2B, on fait le podcast, vous m'aidez à mettre en place ce beau podcast depuis quelques mois, donc je suis bien content. Vous avez une belle équipe ici. Parle-moi de Ox B2B. Je sais que pour faire une petite introduction, vous êtes une compagnie spécialisée en prospection B2B multicanal. Ouais. Je sais que vous avez quand même une façon très originale, pas originale, mais plus tendance, multicanal, avec beaucoup de contenu, donc... Plus moderne un peu, peut-être. Pardon? Plus moderne un petit peu. Plus moderne, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci de l'invitation. Écoute, on est invité chez nous. Oui, Ox B2B, écoute, on est une agence qui s'est spécialisée au tout début en prospection multicanal, qu'on appelle, donc, puis spécialisée business to business, donc c'est important de le mentionner. Nos clients, c'est des PME, soit dans plusieurs industries différentes, mais dans le domaine manufacturier, boîte de services professionnels, boîte de tech aussi, distributeurs, qui cherchent à expandre, c'est-à-dire, c'est ça, une croissance, là, soit aller chercher des nouveaux territoires ou des nouveaux vecteurs dans certaines industries où ils n'ont pas touché ou quoi que ce soit. Puis notre équipe, on se spécialise à faire d'acquisition de nouveaux clients, qu'on dit. Soit par le outbound, donc la prospection, mais aussi on travaille sur des stratégies de marketing d'attraction, donc du inbound, donc de la production de contenu, comme ce qu'on fait en ce moment, d'ailleurs. Ouais. Pourquoi de plus en plus ça prend de l'ampleur, tout ça, c'est parce que de plus en plus, la crédibilité en ligne, elle est importante. On le voit dans nos campagnes, donc si on fait que du outbound, donc si on fait que cogner aux portes tout le temps, sans travailler sur la réputation en ligne de nos clients, puis sur leur évolution. Puis là, on parle d'ajouter du contenu qui a de la valeur pour les paires de yeux qui regardent. Ça marche de moins en moins. Donc, c'est l'évolution qui suit son cours, autrement dit. Oui, moi, je l'ai vécu et je le vis tous les jours. Dépendant du produit ou du service, des fois, c'est une question de timing. Il faut que le client soit prêt à ça. Donc, le inbound, se faire voir et puis recevoir le client quand il est prêt, beaucoup plus facile à closer aussi. La personne est prête plutôt que d'essayer de timer. Et, le cycle de vente est beaucoup moins long quand les gens viennent vers moi. C'est vrai qu'ils arrivent plus qualifiés, ça c'est ce qu'on remarque aussi beaucoup. Donc, il y a 3 blocs en marketing, si on veut, il faut travailler. Nos clients sont toujours pressés de travailler sur l'acquisition et sur la conversion parce que c'est la ligne d'arrivée, là. C'est le fun de finir ton marathon. Il faut que tu le commences quelque part. Donc, il y a l'entraînement. Mais si on ne travaille pas sur la notoriété, c'est ça. Ce que ça fait, c'est qu'on contacte beaucoup de personnes, on éveille la curiosité, mais quand les gens reviennent, l'acheteur moyen, ce qu'il fait, c'est qu'il va revenir voir l'environnement web, évidemment. Il va essayer de se familiariser avec le fait, est-ce que ce fournisseur-là comprend mon contexte? Est-ce qu'il y a de l'information à me donner qui est pertinente? Puis s'il n'y en a pas assez, elle se met sous la dent. Puis assez, c'est quoi? Ça va avec l'éducation qu'ils ont à visiter plein de sites différents pour d'autres besoins. Donc, il faut suivre la parade. Puis c'est plate, mais ça va juste en augmentant les besoins de s'alimenter en contenu quand on se prépare à une décision d'achat importante. C'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à Ox B2B, à fonder Ox B2B? C'est une grosse question, ça. Grosse question, Parce que je sais que tu n'étais pas entrepreneur en série.
Ben oui, je l'étais un peu avant, dans le sens où j'ai passé par le domaine de la restauration. J'ai tout le temps j'ai été partenaire avec un groupe, on a ouvert 13 restos, j'étais l'opérateur dans ces restos-là. Donc, dans les années 2000. Ça doit être difficile comme domaine. Très difficile. Quand la pandémie est arrivée, ça faisait plusieurs années, je n'étais pas là-dedans. J'étais assez content de ne pas l'être aussi. Donc, ça a été ça a été une fin quand même assez... ça fait quand même longtemps que j'ai quitté la restauration, mais quand j'ai quitté, je me suis trouvé sous les conseils d'un ami à prendre des cours en 2012, je pense, en social selling. D'un Californien à l'époque qui s'appelle encore Lewis House, mais qui fait pas du tout ça maintenant. Donc de restauration à social selling. Oui, mais j'ai eu un passage en relations publiques aussi dans une firme assez connue à Montréal pendant 5 ans. Donc je suis revenu à ça. Je voyais que le monde changeait, j'entendais parler de SEO. Mon passage en agence de com marketing au début des années 2000, on parlait pas de ça. Ouais. Donc ça avait changé déjà, fait que je voulais me former dans d'autres choses. Je me suis formé à ce qu'on appelle le social selling. Cette technique-là impliquait, oui, LinkedIn, mais déjà d'autres outils pour faire du développement d'affaires. On parle de début des années 2010, quand même assez tôt. Puis on a packagé ça ensemble avec cet ami-là dans un programme de formation qu'on offrait à des entreprises. On a offert ça. Notre premier mandat, c'était chez Vidéotron Service Affaires. Ça t'était à ton compte? Oui, on a formé une compagnie avec notre partenaire pour offrir ce type de programme de formation-là. Ça fonctionnait bien. On l'a vendu à d'autres clients aussi. Taux de satisfaction, parce qu'ils mesurent ça, évidemment, quand on fait de la formation. Fonctionnait super bien. Les feedbacks étaient très bons. Mais c'était des vendeurs qui suivaient les cours. Puis au final, ils faisaient rien. Ils l'utilisaient pas tant que ça. Il y en a quelques-uns sur une centaine de gens qui étaient formés chez Vidéotron, par exemple. Il y en a quelques-uns qui l'ont utilisé, des super bons résultats, mais il y a beaucoup de détails qu'il fallait prendre soin de son image en ligne, tout ça, déjà à l'époque. C'était beaucoup de détails pour un vendeur. Un vendeur, ça aime closer en général dans ce type d'entreprise-là, puis c'était compliqué. Fait que je me suis retiré de ça. Puis après quelques années sur d'autres projets d'affaires, j'ai eu le premier client, le plus vieux client qu'on a encore aujourd'hui, qui m'a été présenté. Et puis, j'ai pu mettre notre méthodologie dans le fond de formation, mais je l'ai faite à mon compte, à son profit, puis en DIY, en do it for you, c'est-à-dire en tout fait en clé en main, excuse-moi. Et puis, finalement, on a eu des super bons résultats. Puis de fil en aiguille, il y a eu d'autres PME à qui j'ai été présenté. Tout ça. Je ne poussais pas tant que ça, mais là, j'ai vu, il y a quelque chose à faire avec ça. Et puis, pas le temps plus tard, d'ailleurs, quelqu'un qui est derrière la caméra qu'on ne voit pas, mais que j'ai embauché comme travailleur autonome à cette époque-là, Delphine. Puis, c'est parti. En 2018, on s'est incorporé. Ouais. Okay. Puis, premier ans. Donc, c'est quand même assez récent, juste avant le... Oui, c'était assez récent quand même. On parle de 8 ans. Ça va faire 8 ans. Une belle croissance, une belle équipe en place pour le futur. Très belle équipe, oui. Vraiment, oui. Puis, première embûche que tu as eue, la COVID, est-ce que ça a frappé fort? Oui, on était bien parti à COVID. On avait déjà, je pense, une quinzaine de clients en récurrence. On a toujours fonctionné à mandat de forfaitaire sur plusieurs mois, voire un an, puis tout ça. Fait que on était quand même assez solide, mais quand ça a frappé, on a perdu 8 clients d'un coup. Donc, quand il y a eu le fameux shutdown, ça a été tough, oui, effectivement. Par contre, il y a eu vraiment rapidement des opportunités. Normalement, quand ça va mal en affaires, la dernière chose que tu coupes, c'est au niveau des ventes. Au niveau de ce qui peut t'amener des opportunités de vente, puis c'est ce qu'on fait dans la vie. Souvent, c'est ce que les gens... Malheureusement, c'est pas ce qu'ils devraient. Ils devraient pas couper sur le marketing et les ventes, mais des fois, le réflexe, c'est de... Oui, au début, mais ça a été quand même assez rapidement qu'on s'est relevé avec ça. Un de mes clients qui faisait du packaging à l'époque, en carton, puis des boîtes en bois, avait d'un lot de plexiglas dans son usine. C'en est un de ceux qui avait coupé son contrat, mis en pause. Puis un dimanche, il m'a appelé pour que j'aille le voir à son usine. Puis il y avait une idée de packager des panneaux de plexiglas qui étaient modulables, rétractables, tout ça facilement
avec des coûts de shipping très bas parce qu'il était spécialiste en packaging. Fait que je dis, il dit, t'embarques avec moi? Il dit, on se fait un deal à pourcentage. Il dit, écoute, je peux pas te garantir quoi que ce soit. Toi, tu fais le marketing, puis il dit, moi, je m'occupe de produire, puis regarde, je te donne X% des... Fait que, écoute, on en a vendu premièrement, ça a duré 1 an et demi. Ouais. Et deuxièmement, ça a été complètement fou, là. Ça a ramené, c'est 25 employés dans l'usine. Juste ça. Et puis nous, ça fait en sorte qu'on a plus que passé au travers, là. Ça a été une de nos très bonnes années. Là. C'est fou les histoires dues à la COVID, les gens qui sont retournés sur des scènes pour faire des choses. J'en avais un entrepreneur au Lac-Saint-Jean qui avait reviré sa shop pour faire des masques puis des trucs. Mais ça, cette histoire-là est folle parce que le dimanche, on était dans son usine, les deux tout seuls. Ouais. Puis je disais, il mettait des montants en bois pour tenir le plexiglas comme ça. Puis je disais, sur le côté, là, tu devrais graver le logo, le nom qu'on va mettre pour le site web, tu sais. Il me dit, c'est une bonne idée. Puis, écoute, je pense que 2 jours après ça, j'envoyais justement Delphine faire une vidéo de plusieurs exemples dans un vrai commerce avec le prototype qu'on avait. 4 jours plus tard, on avait un site Internet. Puis le vendredi, on parle de la même semaine, là, on avait notre première vente de 22 000 $. Quand même. Rappelle du montant, quand même. Du nombre de plexiglas. Je le croyais pas, j'étais sûr que c'était une farce. Je pensais que c'était un test du webmestre où, honnêtement, je me disais, moi, hein? Puis c'est parti comme ça. OK. Puis là, on se disait, hey, ça va durer 1 mois, mais au moins, on l'aura fait, c'est correct. Non, c'est 1 an et demi, Ça dure 1 an et demi. La résilience d'entrepreneur, puis innover. Quand il y a toujours des opportunités. Il y a tout le temps des opportunités, puis des fois, tu sais, un concours de circonstances, c'est la chance un peu. Dans ce cas-là, tu sais, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Je ne suis pas tout seul avec les plexiglas, vraiment pas, mais c'est une question de rapidité, tu sais, de clencher, parce que ça a vraiment été important. T'es arrivé 1 mois trop tard là-dedans, puis c'est fini. Il n'y avait plus de marché. Fait que, ça a été toute une aventure à ce niveau-là. Et après ça, les grandes étapes de Hux B2B depuis? Bien, la première grosse étape, je trouve, ça a été de dire, OK, on passe en mode, on embauche des employés. C'est tout le temps... stressant, quand tu passes, tu te dis, c'est le fou la poule, hein? Ouais, j'y vais-tu vraiment? Tu sais, c'est vraiment, là, t'es petit, là, tu réalises que, my God, ça va bien que les employés... Ils en font du travail, eux autres. C'est ça. Tu sais, par rapport à... C'est pas toujours la priorité d'un travail autonome. Tu sais, par définition, ils ont d'autres occupations. Donc ça, je pense que c'était la première étape. De faire évoluer ce que moi j'avais mis en place, parce que, tu sais, à plusieurs égards, là, on a plusieurs processus qui ont pris beaucoup de... comment je dirais, qui sont modernisés énormément, qui sont devenus beaucoup plus efficaces. Les différents outils qui nous ont passé dans les mains aussi pour faire qu'est-ce qu'on fait. Au début, on n'utilisait presque pas le téléphone. C'était quand même assez efficace en messagerie LinkedIn, en approche courriel et tout. Cependant, après un certain temps, c'était beau, là, mais il y avait de plus en plus de bruit sur les canaux. Fait qu'on a intégré aussi l'aspect... suivi téléphonique un peu plus volumineux sans qu'on tombe. On n'est pas un centre d'appel, mais on l'a mis dans la méthode. Pourquoi? C'est donc pour aller chercher des gens? Bien, pour avoir plus de résultats dans nos campagnes. OK. Je te dirais que 75% des résultats qu'on générait au début, je te parle au début, là, 2015 à, on va dire, avant la pandémie, là, 2018. Juste en messagerie LinkedIn, on générait quand même pas mal d'opportunités, pas mal de rendez-vous qualifiés pour nos clients. Après ça, ça s'est mis à changer. Donc, tu sais, c'était plus... tu utilises LinkedIn pour faire du développement d'affaires. Aujourd'hui, c'est obvious, mais avant ça, c'était vu comme un CV en ligne là, pendant longtemps. Avec l'automatisation, maintenant, ça se fait tellement. C'est ça, les gens ont été inondés. Donc, ça, c'est... Puis, je te dirais que d'autres milestones importants, la mise en place aussi de postes pour m'aider bras droit, là, vraiment au niveau de la direction des opérations, que ce soit studio de création et puis
que ce soit les opérations avec les chargés de compte, de vraiment structurer l'équipe, mais d'avoir des personnes en direction pour m'aider, pas juste des employés qui se rapportent tous à moi. Ouais. Donc, ça, mais comment ça a été, justement, engagé, puis commencer à laisser aller, puis à commencer à déléguer? Toi, t'es quand même assez bon, je pense, pour ça. Ou est-ce que tu as eu de la difficulté? Non, je pense pas que j'ai de la misère avec ça. Ben là, je vais peut-être me le faire dire après le tournage. Mais non, je pense pas que j'ai de la difficulté avec ça. Ça, je l'avais appris avant. Mais non, je pense pas. Peut-être même que ça crée le monde dans l'eau trop vite là, à plusieurs reprises. Fait que ça, c'était mon genre, mais je me dis que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ouais. Évidemment, pas sans être disponible pour offrir du coaching, mais puis donner le maximum de réponses. Mais je pense que c'est comme ça aussi que ça a beaucoup évolué. Puis on parlait de Milestone tantôt aussi, je t'ai dit, on a commencé beaucoup en prospection multicanal. Ouais. La part du contenu là-dedans était quand même assez mince. On faisait du contenu de vente, donc de la captation de la vidéo de produits ou de services, puis quelques landing pages pour accompagner le travail de prospection. Mais on ne travaillait pas nécessairement au niveau des outils marketing qui étaient autour, c'est-à-dire site Internet, réseaux sociaux, marketing de contenu juste pour de la notoriété ou quoi que ce soit. Toute cette offre de service-là, c'est élargi parce que nos clients sont mis à nous demander ça aussi. On s'occupait d'eux autres. Et puis, grâce à des personnes qui ont appris beaucoup au début sur le tas, mais qui se sont formées aussi, tout ça s'est structuré au fur et à mesure. Puis il a pris, je dirais aujourd'hui, c'est même plus que 50% de ce qu'on fait. Là. Je dirais à peu près à 60%. Donc, intéressant. Ça change. Effectivement, on est beaucoup plus dans le inbound que le outbound de plus en plus. Les gens, ils veulent se renseigner. Hein, c'était comme... Dans quel livre tu m'avais suggéré au niveau du contenu de marketing? Des Ask You Answer, je pense. Des Ask You Answer. Ou Endless Customers, le dernier. Exactement. Mais Endless Customers, je ne l'ai pas lu, mais des Ask You Answer, comme quoi, de clients, quand ils t'arrivent, il y a 95%, c'est déjà renseigné. Ah, ça, c'est partout. Là. C'est 82% maintenant, mais c'est toute industrie confondue. Ça, c'était dans le SaaS. Là, on parle B2B, là, évidemment. Mais si t'es dans le SaaS, t'es à 95% avant qu'un acheteur veuille vraiment parler à un vendeur. Normalement, il va avoir l'information qu'il faut pour être capable de faire un achat. À part pour les grosses solutions d'entreprise. Là, maintenant, c'est donner l'information plutôt que penser, non, on va en retenir, on va en garder pour nous quand ils nous appellent. Oui, ça, effectivement, c'est la théorie des Ask You Answer, effectivement. Vraiment intéressant. Une fois que le prospect est engagé, de répondre à ses préoccupations premières, oui, effectivement. Tout le monde veut le faire à son rythme, mais tout le monde a un rythme différent. Puis la dernière phase, on est dedans, c'est l'avènement de l'IA, ça vient changer beaucoup de choses en marketing, puis on n'est pas près de la fin non plus, là, donc c'est assez... ça bouleverse beaucoup de techniques, beaucoup de stratégies aussi en ce moment. Ouais. Excellent. Au niveau de l'équipe, on a travaillé depuis un an ensemble. Bonne personne, bon siège. Je dis tout le temps à mes clients, la première chose qu'on doit travailler, c'est bonne personne, bon siège. Tant qu'on peut travailler sur les processus, sur les données, sur les enjeux, sur la traction, avoir une belle vision, si on n'a pas les bonnes personnes dans les bons sièges, il n'y a rien qui va se passer. On ne pourra pas déléguer, on ne pourra pas lâcher prise. Donc, il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai, hein? Écoute, je ne sais pas si c'est ça qui a eu un effet. Il y a eu cette année quand même un certain un shakedown, on va dire, un brassage de cage à ce niveau-là. Je pense qu'on avait fait un bon travail antérieur sur nos valeurs. Nos valeurs venaient vraiment de l'équipe interne. Ça n'avait pas été on garoche ça comme ça. On avait vraiment fait un exercice, puis on s'est repris quelques fois là-dessus. Mais quand on a appliqué bonne personne, bon siège, effectivement, je pense que ça s'est ressenti même à l'interne. Il y a eu des changements. On va dire comme ça. Il y a eu des changements.
c'est tout le temps, je pense, pour le mieux, parce qu'au début, on trouve ça bien effrayant. Une personne quitte, une autre, ben, on se dit, ouais, ça ne fit plus. Puis là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est dur pendant un certain temps. Il faut supporter la perte de manpower. Puis après ça, ben, les choses tranquilles. On se sent mal comme humain. On veut pas. Ouais. Des fois, il y a des gens qui partent ou on fait une mise à pied parce que ça marche plus, ça ne fit plus. Puis ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est vous vous rendez service parce que la personne n'est pas dans le bon siège ou pas la bonne personne, mais vous lui rendez service parce qu'elle va trouver une compagnie où elle va être la bonne personne dans le bon siège. Une personne qui n'est pas la bonne personne dans le bon siège, elle ne performe pas, elle n'est pas à son meilleur, elle n'est pas motivée par le travail. Donc, c'est vraiment rendre service aux deux. Et ça, des fois, c'est un changement de paradigme, de dire, vous lui rendez service, vous lui permettez de... Des fois, c'est dur sur le court terme, mais la personne va réaliser qu'elle va trouver une meilleure place puis qu'elle va être mieux après. Tu sais, moi, je compare ça à enlever un diachylon, tu sais. Je pense pas qu'il y a une fois que c'est le fun, le feeling de se faire, d'enlever le diachylon. C'est juste qu'après, c'est mieux. Mais pendant, il y a la phase enlever le diachylon. De transition, là, de que la personne quitte puis... par elle-même ou la personne se fasse dire, ben je pense que c'est la fin. C'est ça, tu sais. Je pense pas que c'est le beau moment, mais c'est vrai. Je pense que là, vous êtes réaligné en tant qu'équipe. Vous avez un modèle d'affaires plus précis, je pense. Vous vous êtes dit, on s'en va vers là avec tel modèle d'affaires. Voici notre offre de service. Je pense que vous avez vraiment été plus précis. Puis c'est juste les personnes ne fitaient plus dans ce... Oui, puis c'est pas tout le monde, là, mais effectivement, je pense que... Non, c'est pas tout le monde, heureusement. Puis tu sais, on est dans le processus encore. Je pense que la perspective, on va l'avoir plus loin. Ça va être plus facile de tracer une ligne, mais on se sent déjà plus aligné, ça c'est clair. Et je pense que aussi, comment je dirais, c'est de fois en fois, c'est de plus en plus facile d'établir les priorités. Je pense que c'est de plus en plus d'une voie commune qu'on les établit. C'est parce que les choses sont plus claires, il y a plus de clarté, puis l'alignement il est plus facile quand c'est plus clair. Moi, je le vois au début, les rocks, c'est plus difficile. Ouais. Puis plus j'avance avec les clients, plus c'était les rocks. On dit c'est quoi les rocks de compagnie, les priorités les plus importantes pour le trimestre. Ben souvent, c'est tout le monde le marque, puis on le met au tableau, puis souvent, c'est les 5 mêmes ou les 4 mêmes. Ça là, je dis, OK, là, je pense qu'ils n'ont plus besoin de moi, l'équipe est alignée, puis comprennent on sent qu'on s'en vient là. Je ne dirais pas qu'on est c'est achevé, mais c'est clair que c'est plus précis. C'est plus partagé, je pense, qu'au début, quand on arrive avec les priorités. Ouais. Clairement. Excellent. Ouais. Donc, où est-ce que vous en allez, Aux B2B? Hey! Bonne question. Premièrement, on s'en va nulle part. Dans le sens physique, on s'en va nulle part parce qu'on a un bail pour un bout. On vient d'arriver dans des beaux nouveaux locaux. Donc ça, on est bien content. On veut pas déménager tout de suite. Où est-ce qu'on s'en va? Notre objectif, c'est vraiment de devenir la référence. On dit le GOAT. En termes de marketing et, en fait, tout ce qui a trait aux stratégies d'acquisition de nouveaux clients B2B, d'être le GOAT au Québec. C'est notre cible. Rien de moins. On a dit 10 ans, mais moi, je suis plus ambitieux que ça, c'est 5. Peut-être 3. C'est ça la vision. Puis, c'est pourquoi aussi on a une stratégie de contenu où on fait un podcast, nous aussi, là, depuis maintenant 5 ans. On est dans la 5e saison, donc on a déjà changé de siège aussi. Donc... Oui. Excellent. Écoute, j'avais préparé des petites questions, comme d'habitude. Il faut que j'ouvre mon... Donc, petite question. Oui. Quel est ton super pouvoir? On a tous un super pouvoir. C'est lequel qui vient à l'esprit? Je pense que j'ai la capacité de... on appelle quoi? Connect the dots. Donc, je pense
Je pense que c'est quelqu'un qui m'a déjà dit ça dans mon club d'affaires dernièrement, de prendre ce qui est compliqué puis de le simplifier. C'est-à-dire que des fois, c'est des conversations, parce que je suis souvent dans des conversations de début ou de stratégie avec des clients ou dans des conversations avec des prospects qui me parlent de leur environnement ou qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis pour aller chercher de la croissance et tout ça, qu'est-ce qu'il faut qu'ils atteignent comme objectif. Puis j'écoute leurs enjeux, j'écoute les objectifs, je regarde, je prends le pouls des personnes alentour de la table, les forces qu'ils ont, tout ça, puis la force de leur offre et tout. Je pense que j'ai la capacité de... Ça m'apparaît très clair dans ma tête qu'est-ce qui devrait être fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Puis après ça, je pense que je suis capable toujours d'être, j'espère, le meilleur guide possible dans les mandats. Plus ça avance pour, quand il vient le temps de l'opérationnaliser, capable de toucher terre aussi. C'est-à-dire que capable de, en relation avec la stratégie qui a été imaginée, je ne suis pas tout seul non plus là-dedans, de dire, de juger jusqu'à une approche LinkedIn ou un bout de landing page ou un argument X qui est dit verbalement par un membre de mon équipe par rapport à ce mandat-là. Fait que, puis d'arriver, s'il y a des problèmes en cours de route, d'être celui qui peut peut-être ramener on va dire, l'aiguille à bonne place là, sur la boussole. J'ai hâte de voir les profils. On va faire les profils Kolbe qui, tu sais, le capacité, comprend, veut, capacité dans le siège. Bon, ça, Kolbe, c'est le comprend. Et Six Working Genius, c'est pour un peu l'affectif, le vouloir et la capacité. Où est-ce qu'il est ton génie? Où est-ce que tu aimes opérer dans un projet? Et on fait ça j'ai hâte de voir. Prochaine rencontre, c'est ça? Non, pas la prochaine, un peu plus loin. Mais j'ai hâte de voir ça parce que Connect the Dots, c'est exactement moi ce que j'aurais dit. Fait que j'ai hâte de voir ton profil s'il ressemble au mien parce que c'est mon super pouvoir aussi. Si tu avais à garder une seule discipline ou habitude que tu as eue durant ta carrière puis en tant qu'entrepreneur, laquelle a encore beaucoup d'impact? Tout le long, je dirais pas. C'est plus récent, mais je me garde beaucoup plus de temps ou d'énergie maintenant pour regarder, essayer de me sortir de business puis de la regarder, de travailler sur et non trop, juste dedans. Pas trop dedans parce que j'ai de la job à faire encore. Ouais, je pense que ça... Tu sais, puis ça vient avec le fait que j'ai toujours valorisé d'avoir un coach. Je pense que ceux qui me connaissent, coach, mentor, là on est dans le processus OS, je le calcule comme ça aussi. Je trouve ça toujours important d'avoir de la perspective parce que sinon, on dirait que c'est comme si tu étais dans une tente puis tu te dis « Oh, j'avance dans la bonne direction », mais tu ne sors jamais de la tente pour regarder tes... Tu lis beaucoup aussi. Beaucoup passé, je trouve. Ouais, mais je lis en vacances, je lis des affaires de business aux grandes dames de ma blonde. On les lit quand on a le temps. C'est ça. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a jamais donné? Le meilleur conseil, je dirais d'écouter beaucoup puis d'essayer de parler moins. C'est pas ce qu'on fait en ce moment, là. C'est moi qui parle le plus. C'est l'exercice qu'il veut. Je pense que oui. Les meilleurs... Poser des questions. Oui. Je suis dans certains mandats différents en ce moment où je mène des actions de développement d'affaires, puis c'est des domaines où la technologie est quand même assez... c'est des termes, il y a beaucoup de jargon, il y a beaucoup de chercheurs qui se rencontrent et tout ça. Puis... des fois, je me dis, hey, je parle vraiment même pas, là. Puis c'est souvent là que je vais trouver la meilleure intervention où je vais avoir le temps de réfléchir le plus possible. Puis souvent, c'est... Tu parles très peu, tu interviens très peu, mais tu fais avancer les choses beaucoup. Je pense que, Parce que tu as le recul, puis là, tu interviens juste quand... Oui, je pense. Un livre d'affaires que tu as recommandé au moins 3 fois. Hey, c'est fou, c'est un des plus récents, c'est The Gap and the Gain, celui mon meilleur. Wow, ça j'ai beaucoup aimé, mais il y en a plusieurs, je pourrais remonter, mais tout simplement parce que vraiment l'idée de, puis je me reconnais beaucoup dans The Gap, là, je pense pour le bénéfice de l'audience, The Gap, c'est de constamment se comparer, d'évaluer
sa performance par rapport à un idéal qu'on se fixe. Ouais. Donc, par définition, on ne l'atteindra jamais. Il bouge tout le temps. Parce qu'un idéal, c'est impossible à atteindre. Puis on le bouge tout le temps. On se rapproche, on... Ouais. More. C'est ça. Ouais. Puis ça peut être très décourageant, puis à un moment donné, c'est ça, décourageant, frustrant, puis on peut être démoralisé par rapport à ça. Puis ça, il y a toutes sortes d'écoles de pensée, mais en tout cas, bref, là-dessus, j'adhère à ça. Puis The Game versus regarder les progrès qui ont été faits à plusieurs dimensions, regarder en arrière, puis de regarder où est-ce qu'on est rendu, puis de valoriser ça. Ouais. Comme un peu plus dans la gratitude dans le présent. Ouais. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je peux pas tout contrôler. Mais... Ouais. Puis j'ai aimé ton intervention à la dernière session. Quand on notait, on regardait ce qu'on avait fait, justement. Ouais. Puis je vous ai demandé de noter le dernier trimestre, comment vous aviez. Puis là, t'as intervenu, puis là, t'as parlé du gap in the game. J'étais là, waouh, d'habitude, c'est moi qui fais ça. Je dis, c'est vrai. Fait, parce que sinon, quand est-ce qu'on va être content? Ouais. Mais je m'aperçois que dans d'autres projets d'affaires, j'ai déjà été avec je me rappelle, avec un partner, puis on vendait on distribuait des scooters électriques, des vélos électriques. Ça fait quand même un certain temps. Puis moi, je disais tout le temps, il faut célébrer les petites victoires, parce que on venait de vendre, mettons, un lot de 5, ouvrir un magasin en Californie. Puis là, il avait même pas l'air content. Je disais, non, come on. Mais là, il faut se rendre à... Tu le sais, là, les chiffres cette année, c'est 300. Je dis, mais on commence par 5. Fait que ça revient un peu à ça, mais j'ai beau dire que je disais ça à l'époque, mais pour moi-même, je l'appliquais pas nécessairement. C'est très difficile. Moi, ça m'a calmé. Quand j'ai lu ce livre, là, ça m'a... Wow! J'ai vu un changement de mindset, puis... c'est pour ça qu'on a les cartes de pointage. C'est regarder ce qu'on a fait. Si les actions qu'on a faites sont planifiées pour nous amener où est-ce qu'on va, c'est d'être calme puis dire on a fait ce qu'on a à faire. On trust the process, ça va nous amener où est-ce que ça devrait nous amener. Donc, on peut s'ajuster et tout, mais de toujours être là-dedans, de regarder le chemin fait plutôt que le chemin qu'il y a toujours à accomplir. C'est décourageant. Oui, effectivement. C'est vraiment une bonne façon de diminuer, en tout cas, c'est un bon remède à l'anxiété de l'entrepreneur, mais pas juste pour un entrepreneur, je pense, pour tout professionnel. Et une phrase que tu dirais au début de ton aventure? Ce que je dis même souvent en vente, je pense, je dirais trust the process, mais ose plus rapidement. Ah, OK. Fait que je pense que des... Ouais. T'es un petit conservateur, un peu, dans tes... Non. Non, c'est juste que je trouve qu'en vente, ça, je l'ai souvent dit, je pense que c'est bon de fonctionner en ingénierie inversée, de dire, OK, c'est quoi mes objectifs, c'est ça, paf, 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 de revenir en arrière, puis de systématiser l'approche jusqu'à se faire presque une routine journalière par rapport à ce qu'on a à faire, de faire des petites bouchées dans le plan d'action, autrement dit. Mais, puis après ça, c'est un peu aussi la philosophie de Gap and the Gain, d'être content, d'être satisfait, pas pour pas être assez motivé pour dépasser les résultats, mais c'est-à-dire de se dire, OK, j'ai fait ce que j'avais à faire pour atteindre mon objectif, puis pas de se nourrir émotionnellement juste des victoires, puis de crasher dans les défaites. T'sais, si tu penses aux ventes, de juste attendre un closing pour être content, c'est parce que ça va t'arriver quelques fois par mois, tu es chanceux ou pas du tout, versus faire ce qu'il y avait à faire. Exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, envoyer tant d'emails, puis mettre des gens de ton réseau ensemble 2-3 fois par semaine, essayer de connecter des personnes, si tu fais ces actions-là, là j'en donne juste 2, mais éventuellement, ça va c'est de oser, c'est dans ça, d'oser. Non, ça, c'est la portion de trust the process. Pour éliminer, en fait, essayer de ne pas faire des high and low tout le temps au niveau émotionnel. Puis, oser plus rapidement, c'est des fois de ne pas attendre que tu sois parfait pour se mettre en action. Juste pitch it. La réponse est dans l'action. Oui. C'est mieux de prendre une mauvaise décision que pas de décision. Au moins, la mauvaise décision va te faire apparaître des choses qui vont te permettre de réajuster. Donc ça, l'analyse de par paralysie, on la voit souvent dans les équipes.
Puis on le voit beaucoup dans le marketing. Tu sais, c'est drôle, Ouais. je te donne un exemple de vente pour le process, mais on le voit beaucoup. Tu sais, arrête de vouloir être parfait en production de contenu. Ouais. Les gens se comparent à, je sais pas, des journalistes expérimentés, puis là, ils se regardent, puis ils disent non, on peut pas sortir ça. Écoute, Je vais travailler 3 heures sur mon post LinkedIn. Non, il n'y a pas grand monde qui va le voir, premièrement. Puis c'est de générer la machine, il faut que ça soit correct. Là, oui. Faut que tu te mettes dans une mécanique, puis il faut que tu en fasses, tu sais, aussi. C'est pas de dire, faut que tu fasses de la scrap pour faire du volume, c'est plus de dire, faut que tu te pratiques pour trouver ton ton. Ça sera pas instantanément parfait. Là. Excellent. Ben écoute, merci pour cette discussion. Puis on va se revoir bientôt sur la route en vélo, peut-être. J'espère que tu ne lâches pas absolument en vélo, non. Ça c'est ça. Ça c'est ça qu'on se voit, on est pas loin. Merci Thierry, merci beaucoup de m'avoir invité. J'apprécie. Merci. Vous venez d'écouter le podcast Visionnaire. J'espère que cette discussion vous fera réfléchir sur vous, sur votre entreprise et sur vos ambitions. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.